nous avons souhaité partager avec vous quelques extraits de l'émission de RFI, le débat africain, diffusée ce 25 décembre 2022. Émission animée par M. Alain Foucault, qui était consacrée à l'agriculture africaine. Plusieurs entrepreneurs agricoles y ont pris part. Il s'agit de Mme Claudia Senghor, agroéconomiste spécialisée dans le développement durable et fondatrice de AgroBabé. Monsieur Kalapinga, entrepreneur minier et agro-industriel, fondateur de Moana Africa. Madame Odiane Lokako, administratrice et gérante du parc agro-industriel de Dingila en RDC. Monsieur Alexis Guizaro Mouvouni, ministre d'État, ministre des Infrastructures et des Travaux publics de la République démocratique du Congo. Plusieurs points clairs ont été développés lors de ces débats. Point important, pouvant rendre notre agriculture non seulement attractive, mais surtout performante. Écoutons. Écoutez, pourquoi l'agriculture? Parce que je savais déjà très tôt que l'agriculture, c'était quelque chose de rentable, parce que j'ai vu mon père, mon grand-père être dans l'agriculture. Et du coup, c'est ce qui m'a fait me lancer dedans. Qu'est-ce qui m'a maintenant motivée et qui m'a montré réellement le potentiel? C'est en travaillant dedans, en étudiant en agriculture et en étant consultante. Donc, en calculant des chiffres d'affaires, en faisant des plans d'affaires, je me suis rendu compte de l'argent que les gens se faisaient. Parce que à plusieurs reprises, je faisais des calculs et je me demandais est-ce que je ne m'étais pas trompée. Et je me suis rendu compte que c'était rentable. Et je me suis tournée vers l'Afrique pour commencer à faire ces calculs-là. Et c'était réellement rentable. Donc, je me suis dit, il fallait que j'en parle. Alors, on a une ferme familiale, mais moi, personnellement, je suis consultante agricole. Donc, j'accompagne les projets agricoles, agroalimentaires et de développement. Donc, la ferme familiale, on fait un peu tout ce qui est céréales, maraîchers, céréales sèches, riz, maïs, etc. Et on le propose au marché où parfois on a des contrats qu'on signe à l'avance et pour pouvoir écouler les produits. Un peu comme un business normal. Écoutez, c'est pas des railleries, c'est plus de la curiosité. Pourquoi moi en agriculture avec ces ongles? C'est ça, c'est curieux, mais ce que je veux vraiment montrer, c'est que l'agriculture, justement, c'est pas que les champs. Il y a plein de métiers autour qu'on peut faire et je suis l'exemple parfait, je suis consultante. L'image qu'on a de l'agriculture, c'est les femmes qui travaillent derrière leur case et ils essayent de nourrir leur famille et tout. Mais pourtant, si on regarde à l'époque d'abord du Zaïre, du Grand Zaïre et après, on voit bien que dans le monde, la RDC, on nourrissait beaucoup de pays, on exportait beaucoup. Donc, on a perdu cette grandeur-là, on a perdu beaucoup d'agriculteurs parce que sans oublier tous les problèmes que la RDC a eu avec les guerres et les déplacés. La main-d'œuvre, à l'époque, aujourd'hui, nous travaillons à Bouta. Nous avons un parc agro-industriel de Dingila, on fait le coton, le café et le cacao. Donc, nous voyons bien que nous avons un problème où la jeunesse ne sait plus qu'est-ce qu'est l'agriculture. Et quand ils viennent, parce qu'en plus, la société que nous avons rachetée, c'est l'ancienne cotonnière. Donc, jadis, c'était les histoires que leurs parents leur racontaient que si vous avez étudié, c'est parce qu'on faisait ça, parce qu'on travaillait ceci, parce qu'on travaillait la terre. Donc, ils ne savent pas faire. Et faire la terre, quand on parle en tant qu'agriculteur, tout à l'heure, j'entends ce que Gloria dit, il y a beaucoup de phases, que chacun doit trouver une phase pour dire « je le fais bien ». Je suis d'accord avec vous que le futur, certainement, d'un pays comme le nôtre est dans l'agriculture. Et dans l'agriculture parce que c'est là où nous avons le plus grand nombre de personnes. Il faut fixer les populations et les occuper à l'intérieur pour essayer donc de diminuer l'exode rural. Quand on parle de crise alimentaire au Congo, moi je dirais plutôt que c'est un problème de logistique. Pourquoi je dis c'est un problème de logistique? C'est parce que quand je vais à l'intérieur, dans les plantations, il y a beaucoup de nourriture, il y a beaucoup de maïs, il y a beaucoup de manioc, il y a beaucoup d'insectes, il y a beaucoup de choses. Cependant, l'agriculteur est aussi un homme économique. Donc, il produit ce dont il a besoin pour manger, ce qu'il peut transformer, le reste s'appauvrit.
Et donc, pour moi, la grande question ici, c'est comment on crée une structure, une infrastructure, donc, pour capturer ce qu'il y a dans les villages, ce qu'il y a à l'intérieur du pays, pour l'emmener et le mettre à la disposition des consommateurs. Donc, il y a 18 millions de personnes à Kinshasa et dans les alentours qui ont besoin de manioc, de riz, d'haricots, mais à l'intérieur, on n'a pas ces populations. Donc, c'est comment on emmène les produits aux consommateurs. Et donc, le deuxième point sur lequel je voulais me pencher, c'est que, contrairement aux produits miniers, les produits agricoles ont généralement une durée de vie très courte. Je suis dans l'huile de palme. L'huile de palme doit être, les noix de palme doivent être transformées en huile dans les 48 heures. Le manioc doit être séché, lavé, transformé dans les 48 heures. Donc, beaucoup des produits que l'on consomme, le poisson, on ne peut pas le garder éternellement. Dans le changement de narratif du gouvernement de la République, on parle de plus en plus de la revanche du sol sur le sous-sol. Et il faut que les politiques publiques puissent s'adapter à ce principe. Et particulièrement, s'agissant du gouvernement actuel, nous avons placé l'agriculture comme une des priorités majeures de l'action du gouvernement. Bien sûr, cette action ou bien cette priorité doit être accompagnée. Je crois que les intervenants ont bien démontré le fait que le grand souci, le souci majeur que nous avons, c'est vrai, il faut produire, mais comment on fait pour que cette production puisse atteindre les centres de consommation, que ce soit les chefs-lieux de territoire ou les villes. Et c'est là tout l'enjeu qui est au centre de notre action. Il faut bien comprendre que la République démocratique du Congo, c'est quand même 2 345 000 km² de superficie. C'est un réseau routier d'à peu près 58 000 km. Et là, je parle des routes au niveau national. Ça, c'est, si vous voulez, le linéaire en ce qui concerne les routes nationales, les routes provinciales prioritaires et les routes provinciales secondaires. C'est ça qui représente les 58 000. Mais à côté de cela, il faut rajouter les 86 000 km et plus de routes de desserte agricole. Parce qu'il faut que tout ça soit connecté pour qu'effectivement on puisse acheminer la production locale, une production qui, bien sûr, je pense qu'ici on va parler de la production, de la transformation et tout ça, mais il faut qu'il y ait des programmes gouvernementaux qui assurent justement cette connexion entre la production, les routes de desserte agricole, les routes nationales, afin que tout ce système, aujourd'hui, cette chaîne logistique puisse être efficiente. Et c'est là, c'est ça qui est au cœur de l'action du gouvernement actuel. Oui, en fait, comme vous le dites si bien, les dimensions continentales de la République démocratique du Congo font justement de ce problème de route ou d'infrastructure vraiment un défi majeur. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, nous avons une forme de multimodalité pour pouvoir rencontrer cette problématique. Nous avons un boulevard naturel qui est le fleuve. Bien sûr, il y a aussi toutes ces techniques de dragage du fleuve qui vont permettre d'assurer cette navigabilité. Mais nous avons, et là même, c'est une bonne illustration, par exemple, peut-être c'est vrai, on parle agriculture aujourd'hui, mais si vous permettez, à l'époque où la Gécamine était la grande Gécamine, il y avait une chaîne nationale pour pouvoir acheminer, si vous voulez, tous les produits miniers vers Kinshasa. Et là, ça illustre bien toute la combinaison qu'il faut faire au travers de toutes ces modes d'infrastructure de transport, le terrestre, le fluvial, l'aérien, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous focalisons beaucoup sur les routes, parce que effectivement, c'est peut-être
l'investissement le moins coûteux, hein, aujourd'hui en termes d'infrastructures de transport. Nous focalisons sur les routes parce qu'effectivement, ces routes sont en fait des terminaisons, si vous voulez, des terminaisons qui permettent, comme je disais tout à l'heure, d'acheminer cette production locale ou transformée et d'aller vers les grandes villes. Nous avons un boulevard naturel, il faut maximiser son utilisation. Moi, je pense que le développement et l'autosuffisance agricole dans ce pays va se faire principalement en encourageant des très grandes exploitations agricoles. Parce que quand on a une très grande exploitation agricole, ça permet à l'entrepreneur, à l'entreprise, de travailler avec l'État dans le développement de ces infrastructures et de créer ce que j'appelle un effet d'entraînement. Et je vais un peu illustrer ce que je dis. Nous avons 3 plantations au nord du pays et nous avons une zone de desserte autour de chaque plantation d'à peu près 100 km. Nous avons donc un réseau de routes qu'on entretient. Si je prends les 3 grandes plantations, donc les 3 grandes compagnies qui produisent de l'huile de palme ici, ensemble, nous couvrons presque 10 000 km de routes. Et beaucoup de nos routes, par exemple, nous avons des plantations qui se trouvent, qui sont traversées par des routes nationales. Et j'ai une anecdote que j'aime raconter qui illustre un peu peut-être l'absurdité, mais en même temps le potentiel. Une de mes plantations se trouve dans l'axe routier qui va vers Bouta, où madame a ses plantations. Et nous avons eu un pont cassé sur la route nationale. La RN6, je pense. Oui, et donc j'ai demandé qu'on la répare le plus vite possible. Et quand nous invitons les autorités pour l'inauguration, on se fait délivrer un ordre de comparaître devant les cours pour destruction méchante de biens de l'État. Ouais, bon, parce que je n'ai pas voulu croire qu'en fait, avant de réparer un pont de l'État, il faut aller demander l'autorisation. Voilà, exactement. Donc, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un côté ironique à ça, mais c'est-à-dire que les réalités auxquelles des fois on est confronté, c'est que je pense que nous sommes des partenaires de l'État et que l'État devrait nous utiliser beaucoup plus dans sa projection. Nous avons une infrastructure qui peut être utilisée ou qui peut être étendue pour compléter ce qui est dans les programmes nationaux. Et on n'a pas toujours nécessairement besoin d'attendre que l'État vienne le faire. On peut le faire. La réalité est que il y a quand même, c'est vrai, un certain ordre, une certaine désautorisation qu'il faut obtenir. Tout à fait, c'est cette lourdeur contre laquelle nous devons effectivement, pour laquelle nous devons améliorer les choses. Mais il est un fait que si tout le monde peut intervenir sur un pont, sur une route, à un moment donné, c'est le grand désordre. Dans son cas, il est clair qu'il a un intérêt direct à ce que sa production soit évacuée. Donc, on peut tout à fait comprendre qu'il soit en position de ne pas attendre l'État. Vraiment, si je réponds sans diplomatie, je vais même profiter de l'occasion, puisque le ministre est là, de dire vraiment que nous avons besoin de beaucoup d'aide parce qu'on sent qu'on est seul. Je vais vous donner, par exemple, la RDC, aujourd'hui, nous sommes nourris beaucoup plus par des produits venant de l'extérieur. Tout à fait. Et donc, nous avons presque tout ici à Kinshasa et partout.
tout est importé. Donc la production locale, elle est tellement insuffisante qu'on ne peut pas vivre de ça. Donc, et en entre-temps, quand vous entendez, donc je parle sous le regard du président au niveau agriculteur de la FEC, M. Kalla, il y a, par rapport à ce que nous pouvons faire, quand vous parlez des terres arables, il y a très peu d'agriculteurs qui travaillent dessus parce que tout le monde est compliqué. Il y a des taxes, il y a des machins, on n'y arrive pas. Mais les personnes qui importent, ils ont beaucoup plus de facilité que les personnes qui travaillent sur terrain. Sans oublier qu'aujourd'hui, quand on parle de l'environnement, ça veut dire tous les villageois qui travaillent et qui ont un travail avec nous et qui sont formés ne vont pas dans la forêt pour brûler ou bien ne vont pas faire la chasse parce qu'ils doivent vivre aussi. Donc à un moment, on va dire ne faites pas ça, mais eux, ils doivent vivre. Donc, en entre-temps, on encadre ces gens et on travaille avec ces petits producteurs. Donc, à un moment, nous avons besoin, je donne un autre exemple, peut-être que chaque fin d'année, à Kinshasa, l'État congolais donne des cadeaux à toute la grande, comment on dit, l'administration congolaise, au ministère, au Parlement, et puis voilà. Et souvent, ce sont des sacs de riz, c'est de la nourriture. Et les grandes commandes viendront de l'étranger. Et j'espère que le ministre qui m'écoute et toutes les autorités congolaises qui nous écoutent, nous espérons que cette fois-ci, s'ils peuvent déjà proposer aux agriculteurs maintenant, qu'ils peuvent faire pour qu'aujourd'hui, ils se disent qu'on mange congolais. Il y a du riz à l'Équateur, il y a au Katanga, il y a à Goma, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On sait qu'on a des problèmes d'infrastructure de route. L'État pourra nous aider pour que chacun de nous puisse dire que l'État a pu acheter chez moi autant et telle quantité. Donc, si ensemble, l'État peut nous aider, nous pourrons faire beaucoup de choses. Mais pour le moment, c'est vrai que c'est le parcours du combattant. Non, mais je pense que Madame a parfaitement raison de lancer ce cri parce que effectivement, nous devons encourager, je veux dire, la production locale. C'est vrai, nous sommes dans un monde ouvert et que on ne peut pas vivre en vase clos, mais il y a quand même la préférence nationale qui fait que nous devons encourager toutes ces initiatives qui permettront au pays d'atteindre justement l'autosuffisance alimentaire. Et la République démocratique du Congo, particulièrement, a naturellement des ressources innombrables, que ce soit dans le domaine agricole, comme on est en train de le dire, ou dans d'autres domaines. Et donc, nous devons avoir des politiques qui permettent à ce que nous exploitons toutes ces ressources. Et que ce soit en termes d'incitants fiscaux, comme elle disait tout à l'heure, mais ça pose justement le problème du prix de revient. Parce qu'en définitive, et c'est ça le comble, c'est que un sac de riz importé, je ne sais pas moi, de la Thaïlande aujourd'hui, pour prendre cet exemple-là, rendu ici à Kinshasa, peut arriver moins cher que le sac de riz produit à Bumba. Mais c'est le défi auquel nous sommes confrontés comme, je veux dire, décideurs publics, parce que ça pose justement le problème, comme on le disait tout à l'heure, des infrastructures aujourd'hui. Lorsque vous transportez peut-être par bateau toutes ces grandes quantités, d'abord il y a des économies d'échelle, il y a le coût de revient du transport par voie maritime qui est moins coûteux, ainsi de suite. Donc ça fait que ce que je vous dis est une réalité. Simplement parce qu'il y a des taxes, exactement, mais je suis convaincu que si aujourd'hui nous mettons des financements suffisants sur les infrastructures du pays, eh bien, je suis convaincu que nous pourrons inverser la tendance. Absolument. Parce que aujourd'hui, d'ailleurs, nous sommes en train de mettre en place un grand programme de réhabilitation de tous ces corridors routiers au niveau national qui vont faire que là où un sac de riz peut prendre, je ne sais pas moi, 10 jours pour pouvoir arriver au centre de consommation ou bien à la capitale, ça pourra mettre peut-être 2-3 jours parce que justement la route est en état et ce qui fait que ça va réduire les coûts les prix de revient. Moi, je pense que ça, c'est plus par rapport aux habitudes alimentaires qui doivent changer. Ça part déjà de l'éducation qu'on doit faire sur les gens, à savoir déjà en termes de nutrition. Le riz, localement,
parfois est meilleur que le riz qui vient de l'étranger. Donc je pense qu'il y a un véritable problème d'habitude alimentaire qu'on doit mettre en place pour justement éduquer les gens et leur montrer que, c'est pas parce que tu manges pas du riz thaïlandais ou asiatique que ton riz il est pas bon. Moi, la première, c'était une éducation que mon père nous a forcée parce qu'à un moment donné, on a commencé à produire du riz. Il y avait aucun bon sens de manger du riz d'ailleurs. Au début, je chipotais, je n'aimais pas ce riz-là, mais au final, il est meilleur, tu le digères beaucoup mieux. Et tu te rends compte qu'il n'y a pas de sens de manger d'autres riz. Comme je disais hier, il y a un problème d'information. Le secteur agricole, c'est très, très vaste. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire dans ce secteur-là. Et je pense que malheureusement, on est très, très peu informés dans ce secteur. Il y a des jeunes qui veulent se lancer. Il y a des jeunes qui veulent avoir plus d'informations, autant dans la nutrition que dans l'entrepreneuriat agricole. Mais il n'y a pas d'information. C'est à nous de le faire, je suis à 100% d'accord. Je pense que ce travail, on ne doit pas l'attendre de personne, on doit le faire nous-mêmes. Et c'est pour ça que je le fais, moi, sur les réseaux sociaux et que je parle aux jeunes, je leur montre la voie, je leur montre les opportunités qu'il y a dans ce secteur-là, puis je leur fais ouvrir les yeux tout simplement et je leur montre les différents métiers qu'on peut faire dans l'agriculture parce qu'il est très stigmatisé ce secteur. Donc je leur montre que c'est possible de faire de l'agriculture sans pour autant être dans les champs parce qu'on a besoin justement de personnes à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Le ministre l'a dit et la dame l'a dit, elle est dans le secteur agricole, elle a les pieds, les mains dedans. Donc on a vraiment besoin d'acteurs à tous les niveaux de la chaîne de la valeur. La production, la transformation, la conservation. Et ça ne peut pas se faire tout seul. L'État est là, mais je pense qu'à notre niveau, chacun doit mettre sa pierre à l'édifice pour pouvoir faire quelque chose. Et donc l'information, je pense que c'est la base. Une fois que les gens y savent, à un moment donné, ça va bouger, je pense. Je suis d'accord avec vous que le développement, pour qu'il soit durable, doit commencer par nous-mêmes et doit être conduit par nous-mêmes. Il y a beaucoup de Congolais qui sont impliqués dans l'agriculture. Nous avons... en fait, c'est très diversifié. Écoutez, je viens du secteur minier, où j'ai passé les 3/4 de ma vie. Et j'ai pris ma retraite dans l'agriculture. Et je ne vais pas me plaindre, ça marche très bien. Chaque fois que je dis à quelqu'un que je suis dans l'huile de palme, la première question c'est j'exporte où? Et je dis à tout le monde, écoutez, dans tous les produits agricoles qui sont faits ici, il n'y a pas besoin d'exporter. Le marché est là. Aujourd'hui, le Congo, malgré sa capacité, importe la moitié de son huile végétale. Et ce n'est pas l'espace qui nous manque. C'est possible. Mais je voudrais revenir, moi, sur un sujet qu'on a abordé tout à l'heure, qui pour moi est tout aussi fondamental que celui de la chaîne de valeur et de la chaîne logistique. C'est le cadre législatif. On a surfé sur ce problème. Le changement, la transformation de l'industrie minière a eu lieu au début des années 2000. Et le déclic, ça a été le code minier, où, en collaboration avec le secteur privé, l'État a établi un cadre législatif qui gère l'industrie minière de A à Z, c'est-à-dire de comment on obtient une licence jusqu'à comment on exporte. Ce cadre, dans le secteur agricole, n'existe pas. Ou ce qui existe, pour moi, ne représente pas grand-chose. Il y a plusieurs projets de textes qui sont discutés pour le moment sur la réforme agricole, mais je pense qu'on ne va pas assez loin. Je pense qu'on doit accompagner le slogan « La revanche du sol sur le sous-sol » par une législation qui démontre effectivement qu'aujourd'hui, le sol
où l'agriculture est en priorité. Je vais vous donner deux petits exemples. Lui créer un vrai Je vais cadre. vous donner deux petits exemples. Aux États-Unis, par exemple, et dans beaucoup d'autres grands pays agricoles, je sais que c'est la même chose en Afrique du Sud, quand un individu investit dans l'agriculture, ce qu'il investit dans l'agriculture est déduit de son impôt. Donc, les compagnies qui ont des surplus de cash, qui investissent cet argent dans le secteur agricole, reçoivent des crédits d'impôt. Donc, ça encourage l'argent de sortir du commerce ou des matelas pour aller dans l'agriculture. Donc, moi, j'ai déjà vu ça. On est arrivé à Kisangani et à l'époque, à Bouta, il n'y avait pas d'avion qui arrivait parce que c'est enclavé, il n'y a pas de route. Donc, on a pris Kisangani-Bouta. On a fait toute la journée, on est arrivé à 4 heures du matin, presque 2 jours, dans les routes. Et à chaque fois, on était arrêtés pour des taxes. C'était à chaque fois des contrôles, c'était machin. Il fallait à chaque fois que je puisse démontrer que j'étais congolaise. Et donc, moi-même, dans mon propre pays, on était bloqués parce que c'était un étranger. On n'avait pas... On est tout le temps en train de palabrer. Donc, si moi, je vis comme ça, imaginez un étranger qui va venir pour faire l'agriculture, en sachant que l'agriculture, c'est un travail difficile. Autant on va gagner beaucoup d'argent, mais on ne doit pas oublier que c'est difficile. Mais par contre, quand on s'y met et qu'on a toute cette chaîne de valeur, on va gagner. Mais si nous n'avons pas, indépendamment quand j'entends monsieur le ministre qui parle des infrastructures, oui, c'est très important. Mais il y a tout ce cadre-là où on travaille aveuglement et chacun qui sort donne ses droits, chacun est patron chez lui. En fait, la législation fiscale aujourd'hui dans notre pays pose d'énormes problèmes parce qu'il y a des problèmes de double imposition, de double taxation, de niveau même des taxes, surtout lorsqu'on parle des produits agricoles, parce que là, on touche à des personnes... Bon, là, nous avons en face de nous un grand exploitant, mais imaginez un peu la maraîchère qui essaye comment aller vendre ses légumes et qui est confrontée à ce type de barrière. Ça pose un vrai problème. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'au niveau du ministère du Commerce extérieur aujourd'hui, il y a un grand nettoyage qui est en train d'être fait par rapport à ces taxes qui se superposent. Parce que vous avez plusieurs niveaux. Vous avez les taxes au niveau national, vous avez les taxes au niveau provincial, aux taxes au niveau local. Donc, tout cela, quand vous le mettez ensemble, ça fait lourd pour l'opérateur économique qui essaye de vendre ses produits. Et donc, il y a vraiment, effectivement, un nettoyage qui doit être fait à ce niveau-là. Mais peut-être que ce qu'on peut ajouter à cela, c'est que aujourd'hui, cette législation fiscale, je pense que peut-être que notre ministre des Finances aurait dû être avec nous pour... il faut trouver un juste équilibre entre effectivement les besoins de l'État, parce qu'il faut que l'État vive. L'État a des services qu'il doit procurer à la population, la santé, l'éducation. C'est cet équilibre qu'on doit trouver entre les besoins de l'État, les besoins pour que l'État vive, et aussi le fait que l'État doit être ce régulateur qui permet l'éclosion justement de l'activité économique et les différents incitants ou ce qu'il a à sa disposition aujourd'hui, c'est aussi la fiscalité pour pouvoir aider les opérateurs économiques parce que, en bout de course, à la fin de la journée, cette diminution de taxes permet d'accroître la production, ce qui fait qu'en réduisant même le niveau de taxes, mais la quantité augmente et quelque part on se retrouve. Et c'est un grand défi pour les pays en voie de développement parce que nous sommes toujours confrontés à cette problématique, le bon équilibre. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.